Bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième épisode de la troisième saison des séminaires climat qui est intitulé « Un climat de transformation ». Pour rappel, vous pouvez visionner sur YouTube le premier épisode de la semaine passée sur les extrêmes du climat qui fut donné par Sonia Seneviratne, professeure THZ, coordinatrice et autrice principale du 6e rapport du GIEC. Tous nos séminaires sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Cette semaine, nous prenons un virage vers la transition intérieure avec deux expertes de la durabilité, de la justice sociale et de l'écologie, soit Natacha Forte et Michael Métry. Je vous rappelle qu'à la suite des présentations, vous pouvez poser des questions et discuter en anglais ou en français. Je me ferai plaisir de traduire si nécessaire. Alors, commençons par Michael Métry et ensuite par Natacha Forte. Donc, Michael est diplômé de géosciences en environnement à l'UNIL. Il s'est ensuite tourné vers les aspects humains et psychologiques de l'écologie. Pour ce faire, il s'est formé à l'éco-psychologie et au travail qui relie. Il travaille actuellement au Centre de compétences en durabilité de l'UNIL, dont l'espace Transition. Natacha Forte a obtenu un bachelor en sciences politiques et un master en durabilité à l'Université de Lausanne. Elle travaille depuis 2018 dans le domaine de la sensibilisation sur la thématique d'une justice sociale et écologique, d'abord avec Alternativa Léman à Genève, puis depuis 2020 avec Action de Carême, une ONG de coopération internationale. Elle est membre du laboratoire de transition intérieure porté par Action de Carême et l'entraide protestante suisse. Je vous passe la parole, Michael et Natacha. Bonjour à tout le monde. Ravi de voir autant de gens connectés. C'est pas le format duquel j'ai l'habitude, mais ça va très bien pour cette fois. Et puis au plaisir de vous rencontrer une fois à l'espace Transition. En vrai. Peut-être commencer par faire la transition avec cette première session dont a parlé Nicolas avec Sonia Seneviratne. Donc j'y étais, c'était il y a 2 semaines. Et puis j'ai assisté à cet état des lieux théorique des extrêmes climatiques et de la situation climatique de manière générale. Et l'invitation peut-être aujourd'hui, c'est de prendre la mesure de cet état des lieux qui pour moi est extrêmement anxiogène et de faire passer les informations qui ont été données par Sonia Seneviratne de la tête au cœur. Et puis, c'est une invitation aussi à ne pas forcément tout de suite aller vers l'optimisme ou l'espoir, mais vraiment à voir la réalité telle qu'elle est et l'action nécessaire. Et puis, donc le format, ce sera un peu le format d'une discussion avec Natacha, où je vais présenter brièvement l'éco-anxiété. Et puis ensuite, Natacha présentera sa partie, puis on discutera ensemble, puis ensuite on discutera avec vous, de sorte à avoir quelque chose de dynamique. Donc, comme l'a dit Nicolas, j'ai fait mes études ici à l'UNIL, et puis ensuite je me suis tourné vers les aspects humains de l'écologie, si on veut, au sens large. Par contre, je ne me considère pas du tout comme expert de l'éco-anxiété, en tout cas sur un plan théorique. Je suis plutôt, si on peut me donner une expertise, c'est plutôt au niveau pratique, parce que j'ai animé beaucoup d'ateliers depuis 2017, où j'ai découvert le travail qui est relié à l'éco-psychologie. Je me suis formé aussi en Belgique avec le réseau Transition, que je vois aussi apparaître ici, et avec lequel j'ai donné aussi des ateliers de transition intérieure. Et puis maintenant, j'étais engagé au Centre de compétences en durabilité pour accueillir l'éco-anxiété des étudiantes et étudiants. Donc voilà ce que je fais. Et c'est plutôt un savoir-être et un savoir-faire, plutôt qu'un savoir tout court. Donc l'éco-anxiété, c'est un mot que je trouve assez valise, derrière lequel on met plein de choses.
Et en fait, il y a tout plein d'autres mots qui pourraient être synonymes, qui pourraient compléter ce mot d'éco-anxiété. Il y a la solastalgie, qui est la douleur pour quelque chose qu'on perd d'un lieu de vie. Il y a la collapsalgie, la douleur de l'effondrement. Il y a le stress pré-traumatique par opposition au stress post-traumatique, où on anticipe, en fait on est dans une situation de stress par rapport à un trauma qui va arriver ou qui est en train d'arriver. Il y a aussi d'autres expressions comme la douleur pour le monde ou le deuil anticipatoire. Peut-être ce qu'on peut retenir de tous ces concepts, de tous ces mots, c'est le fait qu'on assiste à des émotions et des sentiments liés à l'état désastreux de notre monde. C'est comme ça que j'aurais envie de regrouper tous ces différents termes. Et ces émotions et sentiments liés à l'état désastreux de notre monde, ça montre un élargissement de comment on considère la psyché humaine, qui est en lien en fait avec son environnement et qui n'est plus compris seulement de manière, disons, intra-psychique, mais vraiment de manière systémique. Et pour ça, il y a justement la psychologie systémique qui vient apporter des nouvelles clés de lecture et puis l'éco-psychologie. Moi, je me suis formé et j'ai été très influencé par le travail qui relie, qui est une approche pratique, mais aussi théorique de compréhension de ces émotions et sentiments liés à l'état désastreux de notre monde, et qui comprend ces émotions et ces sentiments comme un signal d'alarme. Et ce signal d'alarme, c'est finalement pour l'autrice Joanna Macy une preuve de notre interdépendance avec notre environnement, avec la Terre, avec tout ce qui nous entoure. Et ce signal d'alarme, l'invitation, c'est de l'écouter plutôt que de le fuir, de le refouler. Donc, je pourrais parler rapidement du travail qui relie, mais c'est évidemment plus intéressant de le vivre. Et je vous invite à suivre un atelier de travail qui relie, que ce soit 2 heures ou 4 jours. Les formats sont très, très variables. D'abord, il y a une étape de OK, rappelons-nous en fait qu'on vit sur une terre magnifique, une terre belle, nourricière, et que en fait la vie est un cadeau finalement. C'est quand même incroyable de vivre sur cette terre. Et à partir de là, à partir de ce sentiment de gratitude qui peut émerger, on peut peut-être aller voir ce qui est moins agréable à voir, et notamment les émotions liées, les émotions du climat, l'éco-anxiété, la solastalgie, la collapsalgie, etc. Et aller voir tout ça, c'est simplement accueillir les émotions et sentiments qui émergent tout naturellement. Et voilà, c'est vraiment ce passage des informations théoriques de la tête, d'un état des lieux théorique qu'on peut trouver dans les médias, dans les revues scientifiques, etc., sur l'état du monde. Ce passage de la tête au cœur, c'est vraiment une clé de transformation pour en fait découvrir que nous ne sommes pas séparés de notre environnement, de la terre qui nous porte. Et pour la créatrice de ce processus, cette découverte, en fait, c'est vraiment un changement de perception. On se rend compte, en fait, que oui, ce qui est en train de se passer sur Terre nous affecte, et que c'est normal, que c'est naturel, que c'est même sain, et c'est la preuve de notre interdépendance. Et cette découverte-là, elle a pour effet de
de vraiment changer notre perception sur le monde, bah oui, en fait, je ne suis pas séparé de la nature, je fais partie de la nature et puis ce qui s'y passe m'affecte et j'en suis partie prenante et intégrante. Et puis, il y a une dernière étape dans ce processus de travail qui relie. En fait, comme je fais partie de ce monde, comme je fais partie de cette terre, ben, en fait, j'ai aussi un pouvoir et un pouvoir d'agir, un pouvoir de changer les choses. Et, et du coup, l'invitation à reprendre ce pouvoir et à agir en faveur d'une transformation de nos sociétés, des valeurs qui la sous-tendent, etc. Et là, Natacha va pouvoir nous en dire un peu plus. Par rapport à l'éco-anxiété, j'ai envie de soulever encore quelques écueils que je vois. Le premier, euh, peut-être à un niveau collectif, c'est la pathologisation de ce nouveau trouble. Hein, voilà. On qualifie l'éco-anxiété de trouble. Euh, on aime volontiers le ranger dans les nouveaux troubles anxieux ou mentaux. Et en fait, ça revient à dire, ben, faisons un peu de méditation ou de yoga et puis retournons accroître la productivité de notre système et adaptons-nous au système. Et là, moi, je trouve que c'est un écueil assez important dont il faut prendre conscience et puis l'invitation très, très personnelle et puis duquel se range aussi le reste de l'équipe de l'espace transition, c'est de repolitiser un petit peu euh, ce, ce terme et puis de dire, mais en fait, est-ce que c'est pas justement un signal comme le burn-out, comme les burn-out d'ailleurs qui sont en augmentation, les dépressions qui sont en augmentation. L'OMS en 2019 a annoncé qu'une personne sur 8 sur Terre souffrait d'un trouble mental et puis que ça avait encore massivement augmenté depuis la pandémie. Donc on est dans un contexte où en fait il y a de plus en plus de troubles mentaux et est-ce qu'on doit s'adapter et puis continuer à aller droit dans le mur ou au bord du précipice ou est-ce qu'on remet en question un petit peu nos modes de faire et du coup ça veut dire remettre aussi en question les termes qu'on choisit comme l'éco-anxiété et l'invitation à ne pas pathologiser ces symptômes. Euh, un autre écueil que je vois peut-être à un niveau individuel, c'est le refoulement, en fait, c'est de ne pas valider l'éco-anxiété. Moi, je dis volontiers que je suis éco-anxieux. Euh, j'ai aucun problème à le dire. Je peux volontiers dire que j'ai aussi de la solastalgie, de la collapsalgie, de la douleur pour le monde, etc., etc. Euh, et de l'accepter et puis de le traverser, euh, de pouvoir l'exprimer en groupe ou seul déjà. Euh, nos émotions, nos sentiments, que ce soit par écrit ou de manière vraiment cathartique, donc physiologique. Euh, et puis, il y a aussi un autre écueil, si on va là-dedans, dans l'éco-anxiété, c'est peut-être d'être sur, surchargé par l'intensité de ces émotions et sentiments. Euh, et puis de finalement être dans la paralysie et puis la dépression. Et puis à l'inverse, pour échapper à tout ça, peut-être de se lancer dans de la suractivité militante qui peut conduire par ailleurs au burn-out militant et de absolument vouloir sauver le monde, régler les problèmes du monde, alors que on est finalement, bah, on a un pouvoir d'agir, certes, mais on est finalement que un parmi 8 milliards, un ou une parmi 8 milliards. Donc il y a aussi peut-être une nécessité de lâcher prise. Puis en conclusion, peut-être que ce que je pourrais dire par rapport à quelles sont les pistes par rapport à ces
ces émotions et sentiments liés à l'état désastreux de notre monde, c'est le lien à soi-même, le lien à nos émotions, le lien aux autres, de vraiment entretenir ce lien aux autres personnes qui peuvent nous écouter, avec qui on peut créer de la résilience collective, et puis le lien à la nature, euh, d'aller régulièrement en nature et puis pas seulement militer pour sa protection, mais aussi de se reconnecter à elle. Euh, voilà ce que j'avais à partager aujourd'hui. Et puis, ce sera avec plaisir pour la discussion avec Natacha et puis avec vous. Voilà, Natacha, si tu veux poursuivre. Merci beaucoup. Moi, je vais parler de effectivement ce que tu as dit, un peu de notre perception du monde, de la culture sous-jacente à ce mode de vie occidental. Et tout à la fin, tu as parlé du lien à soi-même et aux autres et à la nature. Et en fait, c'est un peu cette mouvance que veut être l'éco-psychologie. Et je vais expliquer donc pourquoi un peu le fait que humain et nature, on est considérés séparés, pourquoi notre culture sépare l'humain de la culture et sous-jacent aussi à la destruction du monde actuel. Au laboratoire de transition intérieure dont je fais partie, nous, on veut travailler ce qu'on appelle la transition intérieure, l'écologie intérieure. Il y a la transition extérieure, c'est arrêter absolument d'investir dans le fossile. Par exemple, je pense que toutes les personnes qui ont participé justement à l'état des lieux climatiques, c'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions, de choses à faire qui sont des gestes, qui sont des comportements, qui sont des politiques et des réformes. Et on ne parle pas vraiment de changer la culture et le fondement de notre système. En fait, actuellement, c'est assez, je pense que tout le monde est d'accord de dire que notre système économique dominant, qui est actuellement le néolibéralisme, qui est consumériste et productiviste, c'est lui qui gère toute l'organisation de notre société moderne. Et en fait, il est fondamentalement destructeur du fait que déjà, il est basé sur une croissance dans un monde qui n'est pas fini. Donc déjà, il faut changer un mode de vie occidental consumériste, productiviste du point de vue des comportements, et puis on le verra du point de vue aussi de ce que Aurélien Barraud, pour ceux qui connaissent, appelle une révolution culturelle. Et donc, c'est cette révolution culturelle qui va de pair avec le changement de l'organisation de notre mode de production. Ça va ensemble. Je ne vais pas hiérarchiser. Donc voilà, tout ce qui détruit notre planète, c'est vraiment les extractions fossiles, les investissements, les banques, la déforestation, etc. Et nous, on est nés dans cette société. On n'a pas choisi. Et moi, j'ai fait sciences politiques et on a eu des cours de sociologie. Et donc, on a très, très vite vu qu'on est bien plus impacté, bien plus ancré dans cette culture que ce qu'on croit. On est vraiment influencé dans toute notre vie par la culture dans laquelle on est né. Et nous, on est né dans cette culture-là. Et ça, on ne peut pas le refuser. Et en fait, elle est en nous, elle est ancrée en nous, qu'on le veuille ou non. Et c'est ça aussi que la transition intérieure essaye de casser. Et on veut changer des valeurs qu'on n'a pas forcément choisies et qu'on a eues à travers l'éducation, les films, les amis, etc. Donc voilà, cette culture actuelle, en fait, elle nous éduque à une séparation entre nous, les humains, et le reste de la nature. Souvent, on parle de la nature comme l'environnement, donc environner ce qui est autour de nous. Et en fait, il en découle une distanciation. On ne se sent pas lié à cette nature. En fait, elle nous est utile et on doit la gérer de manière à ce qu'on arrive à en avoir. D'ailleurs, on la gère très mal. En fait, c'est comme si on est en train de contracter des dettes actuellement. On utilise plus que ce que la nature arrive à recréer chaque année. On peut le voir dans notre culture avec aussi notre vocabulaire. C'est des stocks de poissons, une ferme, c'est une exploitation, etc. Donc, c'est un peu ça qu'on veut changer. Et la Terre, faut qu'on essaie de dépasser ce qu'on a appris, c'est qu'on doit la contrôler, la dominer et la gérer.
Et ça vient de certains de la philosophie, de certains philosophes. Et il y a notamment Descartes, je crois, qui disait que l'être humain, il est maître et possesseur de la nature. Et lui, il est vraiment considéré comme un rationaliste. Être cartésien, c'est quelque chose qui est considéré bien. Et donc, ce cartésianisme vraiment fait cet état des lieux de cette séparation. Qu'est-ce qu'il arrive quand on se considère hors de cette nature, alors qu'en fait, même rationnellement, on est totalement en interdépendance, donc même ça, on l'oublie. Donc, en fait, on oublie l'interdépendance, mais comme on est éloigné, il y a ce qu'on appelle un désenchantement du monde. Ça, c'est un autre sociologue qui dit ça, Max Weber. Et en fait, c'est très utile au capitalisme parce que ça nous permet de le marchandiser. C'est vrai que quand on a un petit lapin dans la famille et qu'on y est attaché, on a beaucoup plus de peine à le percevoir comme nourriture, ou l'arbre du jardin dans lequel on a joué toute notre enfance, on aura beaucoup plus de peine à l'arracher, alors que toute une forêt, on peut très facilement la raser et ça ne nous fait rien, parce qu'on est à des kilomètres, mais on n'a plus ce lien. Donc c'est un peu ça que le laboratoire de transition intérieure essaye d'expliquer, que c'est important qu'il y a une révolution culturelle qui se fasse en même temps que la révolution, j'espère, un peu d'un changement d'organisation sociétale qui ne sera plus basée sur la croissance du PIB. Et puis, donc, il y a un peu ce réenchantement de la nature qui est finalement quelque chose de politique. C'est vrai qu'on vous avait parlé du climat, mais en fait, le climat, c'est une petite partie de l'énorme catastrophe écologique actuelle et il y a des limites planétaires. Je crois qu'il y en a 6 sur 9 qui ont été dépassées. Il y a l'effondrement de la biodiversité. Donc, en fait, si on continue de rester dans la science cloître les disciplines, alors que quand on est un peu plus dans une transition intérieure, c'est un changement fondamental de notre rapport au monde. Et à ce moment-là, nos manières d'agir, elles vont être beaucoup plus aussi dans une logique du respect de la nature. Et si on n'est que dans la baisse du CO2, on peut raser une forêt avec un bulldozer, avec des panneaux solaires, par exemple. Et donc, c'est aussi pour être beaucoup plus complet et beaucoup plus pour avoir une vraie écologie fondamentale. Et il semble difficile d'atteindre une écologie dite extérieure avec tous les gestes si on n'a pas en parallèle un changement de valeur. Et puis, il y a une métaphore qui peut se faire, c'est par exemple quand on a arrêté l'esclavage, le racisme n'a pas disparu. Et en plus que l'esclavage existe encore dans certaines parties du monde. Et donc, il y a un changement de valeur qui fait que quand on changera les comportements, ça sera aussi beaucoup plus fort. Et en fait, l'écologie intérieure et extérieure sont complémentaires et se renforcent mutuellement. Et du coup, avec ce changement en profondeur, on aura une nouvelle culture, des nouvelles normes sociales, mais aussi des nouveaux récits et des nouveaux rêves d'avenir. Et c'est aussi là que ça peut être un outil pour l'éco-anxiété, dans le sens où ça nous permet de voir d'autres manières d'avoir un monde. Moi, j'avais discuté avec un étudiant, il était ingénieur en énergie, et lui, il y avait un professionnel qui avait dit qu'en fait, soit on allait se casser la gueule, soit fallait qu'on soit moins de personnes. Donc, en fait, cette personne, elle était en train d'être… Elle n'arrivait plus à imaginer la fin, qu'on baisse la population plutôt qu'on change notre manière, notre mode de croissance. Donc, en fait, on a un manque d'imagination aussi que ce changement en profondeur peut, avec ces nouveaux récits, peut renforcer. Donc, vraiment, c'est pour renforcer une fin du capitalisme plutôt qu'une fin de l'humanité, qui est, pour l'instant, avec le business as usual, vers là où on va. Ou en tout cas pour une large partie, ou des conditions beaucoup plus difficiles. Donc, c'est un changement qui porte aussi des valeurs d'espoir, et c'est un espoir ce qu'on appelle l'espérance, c'est que nous, on fait partie de cet espoir, dans le sens où on est en mouvement avec, et du coup, c'est un monde où on doit agir aussi.
puisque le changement de paradigme renforce d'aller dans l'action. Parce que Michael parlait de Joanna Macy, donc il y avait aussi tout avec le TQR. La troisième partie, c'est notamment cette changement de perception de nous dans le monde. La quatrième, c'est vraiment passer à l'action et ça se renforce. Et passer à l'action, qu'importe son échelle, chacun à sa manière, c'est quand même quelque chose qui a été prouvé assez bénéfique pour cette éco-anxiété. Il faut savoir aussi que la gratitude, la réenchanter, s'émerveiller du monde, mais qui est la première étape de ce TQR, c'est aussi un excellent antidote au consumérisme. Et puis, ça a été prouvé qu'on a moins besoin d'avoir quand on a un meilleur bien-être. Et qui se fait aussi avec une transition intérieure et de sa place dans le monde. Voilà. Tu as parlé de en fait, se libérer de nos conditionnements culturels. Mais en fait, changer de valeur, de comportement, ça semble si difficile dans notre monde actuellement. Comment faire concrètement pour ça? Alors, il y a, par exemple, l'outil dont tu avais parlé, là, le TQR, ou l'éco-psychologie. Il y a beaucoup d'outils pour faire ce changement. Puis après, on peut nous aussi, nous-mêmes, aller s'intéresser, par exemple, en essayant d'aller lire Joanna Macy, etc. Et puis après, c'est finalement des fois des tout petits gestes quand on est tous les jours de se demander pourquoi on fait quelque chose. Par exemple, quand on veut un nouvel objet, quand on a un objectif, de vraiment aller au fond du questionnement du pourquoi et de regarder qu'est-ce qui est superflu, parce que l'écologie, je trouve que l'écologie intérieure-extérieure ramène à la simplicité et à ce qu'on appelle aussi cette sobriété heureuse, et que souvent, c'est avec une réflexion intérieure mène souvent à ça aussi. Et puis, comme c'est quelque chose de politique, je pense que ce serait bien aussi que ce soit quelque chose qui soit pris en main plus loin, que c'est de la sensibilisation, que cette distanciation nature-culture, elle soit faite, elle soit éduquée, et que justement, comme on l'a fait pour d'autres valeurs, le féminisme et le racisme, etc., on le fasse aussi avec cette distanciation nature-culture, que ça devienne quelque chose de global, de collectif, pour que ça fonctionne et que ça aille beaucoup plus vite. Et une autre chose sur laquelle j'ai pris quelques notes, c'est tu as parlé vraiment de c'était plus facile pour la personne d'imaginer un effondrement de la population qu'un changement de mode de vie. Puis moi, j'avais entendu la boutade suivante, que c'était plus difficile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Et comment tu pourrais expliquer ça? Pourquoi c'est plus difficile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme? J'arrive pas à l'expliquer. C'est un manque d'imagination. C'est typiquement ce conditionnement. On a grandi dans un seul monde, on nous a expliqué qu'il y a une seule manière de fonctionner. Et puis, faut aussi savoir que la société dans laquelle on est interreliée, et que pour un changement, il va y avoir des changements radicaux, et que c'est vrai que c'est pas facile, mais en fait, il y a des solutions. Le GIEC a fait un rapport sur les solutions, donc elles existent, mais c'est aussi un changement important pour les gens. Les habitudes des gens, des fois, sont difficiles à changer, même les miennes. Moi, j'ai pas changé du jour au lendemain, c'est venu petit à petit. Mais j'ai pas d'explication concrète. Je serais très... Si quelqu'un a la solution, je l'ai, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi souvent chez les gens. Et donc, toi, tu disais qu'on faisait beaucoup de pathologisation de l'éco-anxiété. Moi, j'aime bien aussi ce que tu dis, parce qu'au final, est-ce que c'est de la lucidité? Mais c'est vrai que ça n'empêche pas que c'est difficile à traverser. Et du coup, il y a des gens qui refusent de traverser ça. Moi, j'ai des gens dans mon entourage qui disent « je sais que c'est dur, donc c'est un déni conscient ». Donc, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là, sachant que c'est vrai qu'à partir du moment qu'une fois qu'on cesse, c'est pas facile.
À ces personnes-là, j'aurais envie de leur dire que tout va bien après et que ça va même mieux en fait, parce que c'est prouvé dans le domaine de la psychologie que toute émotion, même si elle n'est pas liée à l'état du monde, qui est refoulée, elle laisse des empreintes à quelque part dans le corps et qu'ensuite ça se traduit de manière psychosomatique d'autres manières et qui ne rendent pas forcément la personne mieux dans son vécu. Donc l'invitation, c'est vraiment d'aller accueillir des émotions et sentiments qui sont parfaitement naturels, qui sont saines, qui sont là vraiment comme un signal d'alarme, comme l'émotion, je rappelle, l'étymologie, c'est de mettre en mouvement, hein, et de traverser ces émotions, ça nous met en mouvement. Elles ont une raison d'être biologique. La tristesse, par exemple, c'est d'accueillir et de traverser un deuil. La colère, c'est de mettre des limites face à des dangers, face à des injustices. La peur, elle nous fait et c'est un peu ce que signifie l'éco-anxiété, c'est nous alerter sur un danger qui est là et donc l'invitation à se mettre en mouvement, que ce soit dans la fuite ou dans le combat, si on reprend les réponses biologiques face à ces émotions. Mais dans tous les cas, en tout cas, l'invitation, c'est d'exprimer ces émotions, ces sentiments. Ça peut être de les écrire, ça peut être de les vivre physiologiquement, seul ou en groupe. Mais en tout cas, de les valider. Je dirais que c'est vraiment ça le plus important, c'est de les reconnaître, les valider. Bah oui, elles sont là et puis c'est normal. Super. Merci, Michael et Natacha.